Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Donc cet après-midi, nous sommes en direct comme tous les vendredis de 15h à 16h30 et on va parler de guerre, on va parler d'alimentation, on va parler de robes, on va parler de yékrik. Ah bon? Forcément, on parle de qui raconte. Moi, maman, attends, mais il faut la refaire, manière où ni les t'es dormi. Oui, là, madame, on t'a écouté aujourd'hui. T'es écouté, moi. Bon, donc on ne présente plus monsieur Alain Légarès. Alain, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Merci d'être là. Oui, ça pourrait aller mieux, mais je n'ai pas à me plaindre. D'abord, tu as eu le chikungunya? Absolument pas. Ah bon? Et qu'est-ce qui a fait au pas descendre pour ça? Non, mon carrément dit comme ça que moi bien, mais je pas à peine comme moi. Bon, alors Alain, merci d'être là aussi. Sabine Andrivon-Milton, qu'on ne présente plus. Sabine, tu es spécialiste de guerre. Spécialiste surtout de la guerre 14-18. Exactement, et à la veille des commémorations, donc on va en parler. Est-ce que tu savais ça, que nous tenions un spécialiste de guerre militaire ici, de guerre militaire, qu'on c'est ni guerre civile? Non, je ne vais pas dire ça, mais moi c'est 10 ans qu'elle pendant 10 ans dans la Somme, et je la guerre 14-18 de la Somme, moi ça qui passait, puisque moi toute bagaille m'a intéressé comme moi, ça m'a dans le coin à un moment. Bon, Sandrine Kedino, je ne sais pas qui ça, je sais que tout le monde y a un carré militaire avec des Antillais, mais je ne sais pas que dans la Somme, nous avons un professeur d'histoire et puis nous, histoire géo. Madame Orlé, comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis historienne comme oh, papa, les petites catombées. Historienne. Et nous sommes professeurs d'histoire-géographie également. Hein, historienne. Donc, non, mais j'ai dit qu'elle était spécialiste de guerre. Hein. Spécialiste de... Donc toi, tu es historienne. Historienne. Moi, ma spécialité, c'est histoire et civilisation. Et je suis particulièrement attachée à tout ce qui est... à rendre concret tout ce qui est abstrait, représentation, imaginaire. Et ici, représentation. Et donc, quand tu dis ça, rendre concret ce qui est abstrait, c'est-à-dire pourquoi dans l'histoire, tout le monde a inventé taillot. Exactement, oui. Hein. Mais il n'y a pas ça seulement, c'est que je ne sais pas pourquoi on aura tel mode de comportement, telle façon de penser, donc il y a une raison historique. Ah, super. Donc on va parler de tout ça. Super. Voilà. Et puis, plus précisément, on va parler des robes, la grande robe. Disons que je ne veux pas trop m'avancer, je parle, c'est surtout les codifications, oui. Parce que je pense qu'il y a des... S'il faut parler de la grande robe en tant que telle de la Martinique, par exemple, qu'on appelait la robe de Saint-Pierre. Ah bon? Ça, oui, les grandes personnes disaient la robe de Saint-Pierre. Aujourd'hui, on dit robe grande, mais robe traditionnelle, costume. Les grandes personnes disaient la robe de Saint-Pierre. On savait qu'est-ce que c'était. Donc, on va parler de la robe de Saint-Pierre. Pendant l'enterrement, on va parler de la robe de Saint-Pierre. La robe baptisée. Moi, ça me plaît, cette appellation. On disait la mode parisienne, bien, il y avait la mode qui venait de Saint-Pierre. Maman, faut ça belle, la robe de Saint-Pierre. Alors, Livio Bellé, merci d'être là. Donc toi, c'est pour ça que tu es mince comme ça, tu es en bonne santé. Tu viens nous parler du festival alimentaire qui a lieu au Crédit Agricole. Oui, alors le festival alimentaire, il y aura une projection au Crédit Agricole effectivement demain samedi, oui. Mais il y en aura plein d'autres, je vais vous donner les dates. D'accord. Voilà, donc c'est... Alors c'est quoi le festival alimentaire? C'est-à-dire qu'on va se gaver, on va bien manger, bien boire Pas du tout. Non, bon, Alain Tézac a fauté boudin en disant super, on va pouvoir se régaler, Alain. Non, je me nourris, je ne mange pas. Ah, tu te nourris? Ouais. Tu d'accord. Non, mais normalement on dit je mange, je ne me nourris. C'est comment? Il y a une blague comme ça. Tu t'es qu'à nourrir. Je nourris comme moi, je manger. Normalement, il y a dit. Moi, pas ça, moi, ni longtemps, parce que moi, à présent, je mange des papiers fouilles. C'est quoi ça? Je ne peux pas dire une connerie. C'est une connerie. Bon, eh bien, avant de se mettre en bouche et puis qu'on arrête de dire des bêtises, je vais remercier mes sponsors. Je vais remercier Armel. J'ai remercié Lydia pour ma coiffure aujourd'hui et Armel pour mon maquillage et Robert Doré pour ma robe. Est-ce que ça vous plaît? Oui, oui. Bon, alors c'est des jeunes filles qui mettent les cheveux naturels. Toi aussi, tu as une très belle coiffure, Sabine. Merci. Très belle. Il va falloir qu'on monte bien la coiffure de Sabine. Sabine, monte. Attends, on va venir sur toi pour que Lydia me fasse ça la prochaine fois.
C'est très joli. C'est super. C'est super. Oui, c'est super. C'est bien, nous sommes toutes les trois avec des cheveux naturels. Parce que de plus en plus, nous sommes atteints de la coulitude maintenant avec les cheveux de la coulitude. Tout le monde coule les cheveux. C'était la mulâtre avant, on disait pas la coulitude. Non, mais actuellement, c'est la coulitude. Ah bon, actuellement, c'est la coulitude, tu pas à la page alors. Non, et puis je vais couler, je vais au acheter. C'est napi au gardé. La mulâtre, il y aura des gens qui sont qui avaient ma charrière. Ah bon? Tu vois, tu n'as pas la codification. Non, moi, parce que moi, carrété, moi, pas défrisé chivé, moi, pas défrisé chivé, moi, carrété crépue, pas parce que moi, dans les tu napis? Moi, pas napi, moi, nègre. Ah bon, d'accord. Non, moi, authentique, moi, pas besoin de ces termes-là, parce que c'est des modes, codification. Oui, les mancatons napi, c'est considéré chivé, nous pas nègre, et puis nous, ni nègre. C'est-à-dire, là, vous dites, moi, nègre, et pourtant, moi, pas dans ce sujet, nous, c'est nègre, ça, moi, pas rentrer dans ces considérations-là, mais les mancatons napi, défense pour moi, nègre, même si j'y vais à mélanger. Naturel. Napi, ça veut dire naturel. C'est ça que ça veut dire en anglais, napi, naturel. Non, c'est un code, ce sont des initiales. Napi, ce sont des initiales. C'est pour dire qu'on retourne au naturel. Non, bon, alors Lydia, merci pour ma coiffure et Armel pour mon maquillage. Voilà, donc ça vous plaît? C'est joli. Très joli. Mais c'est seulement le vendredi que je suis belle. Et les ongles assortis au rouge à lèvres. Tu as déjà toujours été coquette. C'est ça. Même sur le vendredi. Le mercredi, pas terrible. Donc tu mettais tes mini-jupes à l'époque. Oui, avec tes talons qu'on pensait comme ça. Dans les années 70, on était en classe ensemble. Aïe, bon Dieu. Donc voilà, on saura tout. C'était pingouin à l'école là. Ah ouais. Moi, c'est petite fille modèle. Petite fille modèle, je suis arrivée en bas, je n'ai qu'à appliquer le règlement. Mais elle, moi, je suis arrivée. Mademoiselle Hôtel, passez à mon bureau. On saura tout. Et moi, je remontais les jupes. Quand vous montez, on a dit long, trois doigts au-dessus du genou, arrivé. Bah, je vais venir étudier. Vraiment, pingouin et jupe courte. Parce que je monte à la mode là. Il me monte à la mode. Mademoiselle, c'était Loulou. Et mon tout. Oui, mademoiselle. Passez à mon bureau. Enlevez-moi la montre. Donc on ne se change pas, hein? Donc on ne se refait pas. Toujours. Voilà. Alors Livio, de quoi on va parler dans cette... On ne va pas manger déjà alors, donc malheureusement. Alors non, le festival alimentaire, déjà ça s'écrit aliment. Terre s'écrit T-E-2-R-E. Ah, la terre qui nous nourrit. Tout à fait. De plus en plus difficilement maintenant. Voilà. Donc effectivement, le festival alimentaire, donc, on est à sa 8e édition au niveau international. Et c'est la première fois en Martinique qu'il est relayé. Donc c'est un collectif d'associations qui mettent ça en place. Donc il y a déjà eu quelques projections et la prochaine projection aura lieu effectivement demain samedi au siège du Crédit Agricole à Place d'Armes. Donc c'est en face de la CGSS. Et donc à l'occasion, pour cette séance-là, parce qu'en fait le festival alimentaire, c'est un festival qui a plusieurs manifestations, mais le festival de documentaire alimentaire, c'est le temps fort de ce moment, où on va projeter des séances de documentaires sur divers sujets, l'alimentation et l'agriculture, à la suite desquels il y aura des débats, donc alimentés par des professionnels, etc. Et donc pour la séance de samedi, donc, demain, il y aura 2 films, donc Food Savers qui traitent du gaspillage alimentaire. On est en pleine dedans en ce moment aussi. Voilà. C'est-à-dire le gaspillage, ça veut dire que même chez nous, qu'on n'utilise pas les restes, dans les restaurants, comment tout est jeté à la poubelle, dans les restaurants, les grandes surfaces. Les grandes surfaces avec les DLC, comment tout part. Ça, c'est de la consommation, même dans les... Tu sais qu'en pharmacie, même celle ni en DLC, celle ni en DLC, les selles de pied, il y a un DLC sur les selles de pied. C'est fou quand même. Dans le gaspillage. Parce que le sel, normalement, ça sert à conserver. Comment ça peut se gâter? Bon, après, c'est pas... D'accord, donc il y aura ce film-là qui va parler donc du gaspillage. Il y aura jus d'orange, une réalité acide.
Donc, alors, c'est quoi ce jeu de mots? Jus d'orange, une réalité acide. C'est-à-dire que c'est ce qui est le plus pollué, la pollution que ça crée de faire des jus d'orange avec tous les pesticides? Plutôt un petit peu, si vous voulez, dans ce reportage-là, on va démystifier l'aspect marketing autour du jus d'orange. C'est-à-dire 100% jus de fruits. Si je vous demande aujourd'hui le jus d'orange... que vous buvez? Enfin, quels sont les bienfaits? Parce qu'on en entend parler. Le jus d'orange pour la vitamine C, etc., etc. Mais voilà. moi, le jus d'orange que je bois, c'est les oranges qui poussent chez moi et je ne bois pas de jus, je mange des oranges. Mais ça, c'est magnifique, c'est la meilleure chose à faire. Tiens. Hey, tu as vu? Hey, madame le professeur, ouais, tu as vu, j'ai une bonne réponse. Voilà. Mais c'est vrai, le jus d'orange, je ne bois pas de jus d'orange, je mange des oranges de chez moi. Oui, l'empreinte carbone, je n'achète pas de choses qui sortent très très loin de chez moi. Je sais que c'est conseillé pour de bon. Il ne faut pas boire de jus, il vaut mieux manger des fruits que de boire des jus. Oui, j'avais vu l'émission sur celui du Brésil, c'était affreux ça. Hein. Moi, les jus d'orange qu'on fait croire qu'on croit être de vrais jus d'orange et qui sont en réalité des jus pollués. Pollué par quoi? Enfin, pollué, c'est-à-dire que des recompositions? Des recompositions. Voilà, j'ai dit pollué, c'est pas ce que vous voulez dire exactement. Pendant ce film, le réalisateur essaie de montrer, si vous voulez, tout le marketing qu'il y a autour du jus d'orange, et puis il nous met en face de la vérité. Et il y a aussi... Comme par exemple quoi? Dis-nous, donne-nous un exemple. Pour un verre de jus d'orange, par exemple, contient exactement la même quantité de sucre qu'un verre de soda. Bien, très bien, voilà. Ben oui, voilà. Mais si c'est du jus, mais parce que le fructose, c'est très sucré, et ces jus-là, ce ne sont pas des jus 100% fruits. Non, alors et puis, il en existe. Mais oui, mais même ceux qui en existent ne sont pas 100% fruits. Voilà. Donc bon, souvent c'est des recompositions, voilà, on ajoute de l'eau, etc. Bon, tout ça est bien expliqué dans le film. Il y a aussi le fait que c'est pas dans le jus d'orange qu'on retrouve, c'est pas même pas dans l'orange qu'on retrouve la vitamine C en quantité. C'est dans la peau? Non, c'est dans d'autres fruits. Alors, en local, on peut trouver la vitamine C à profusion dans la goyave, dans la cerise pays. Et j'ai appris récemment dans les merises. Les merises, c'est la saison là en ce moment, non? Ben oui, il m'a acheté des merises parce que... Il vaut mieux manger des merises que d'aller acheter des jus d'orange avec de la vitamine C. Tout à fait. Non existante. Voilà. Comme quoi? Mais on nous leurre encore. On continue. Il vaut mieux manger de la canne. Il vaut manger des choses de chez nous que d'aller acheter. Local et de saison. C'est ce que je fais depuis des années. Et chez nous, c'est facile de manger local et de saison. Tous nos fruits sont de saison. Dernièrement, on a eu la pomme cannelle. On a eu quoi? On a eu les mangos. On a eu des prunes chinies. On a eu quoi? Qu'est-ce qu'on a eu de saison? Mandarine, orange. On a eu quoi d'autre? Des caramboles, des corosols, maracuja. L'ananas, c'est toute l'année. Il y avait les prunes de citer. Les prunes de cinière, les prunes chinies, les prunes jaunes. Et je reste persuadé, je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de prouver ça, que les fruits, justement, la saison de chaque fruit a une incidence sur ce qu'il nous apporte. En fonction du climat ou autre, je suis persuadé que les aliments, quand ils poussent, quand ils sont en profusion pendant une saison, c'est qu'il y a une raison en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, par exemple, les oranges, je vais encore dire une bêtise, les oranges, c'est parce que le schwab arrive. Noël. Oui. Mais c'est parce que souvent on attrape des grippes à cette période-là. Mais c'est vrai en plus, parce qu'il fait frais. Et on attrape, mais c'est quand tu... Non mais je dis, non mais c'est vrai Sabine, en ce moment-là il y a des grippes et tout, et tu as des oranges amères, des oranges sûres, et pour la toux, les oranges amères c'est très bon. Très bon. Et tu prends le parchemin blanc, tu fais un sirop avec pour la toux chez les bébés, c'est très bon. Tu savais ça? Non, moi je faisais du sirop d'endive. Ah, mais endive, là ça sortit, c'est pas bien chez nous. Mais ça marchait bien quand mes enfants étaient bébés. Quand tu étais en France? Mes enfants, non, ici. Quand ils étaient enfants, je leur donnais ça. Alors, quand tes enfants, maintenant, quand tu seras grand-mère, voilà, grand-mère. Tu vois l'orange amère, oui. Le parchemin qu'on enlève parce que c'est assez amer. Ouais. Ce parchemin-là, quand tu manges une orange, même quand c'est pas la saison, tu récupères, tu mets au congélateur, ça bouge pas, et avec ça, tu fais un sirop pour la toux des enfants, et c'est radical. Et mon papa, il fait ça. Tu connaissais ça aussi? Tu vois? L'orange amère, c'est bon aussi pour l'anémie. C'est excellent. L'anémie? Ah ouais, je ne savais pas.
La pamplemousse aussi, mais il ne faut pas manger la pamplemousse avec... c'est la pamplemousse ou la pamplemousse? Donc c'est bon pour... Il ne faut pas mélanger avec les médicaments, mais c'est excellent. D'accord. Ah oui. Alors, c'est l'échange là qu'il faut avoir en fait, hein, oui, avec les gens autour de nous, entre nous effectivement. Et puis bon, ben, c'est ce qu'on va essayer de faire samedi et puis mercredi. Voilà, c'est avoir des échanges comme ça avec des professionnels dans certains domaines. Et voilà. Et est-ce que vous allez parler du fait que toutes les multinationales achètent des terrains en Afrique, achètent des montagnes, achètent des trucs pour faire pousser une alimentation intensive en détruisant les paysans qui sont à côté, qui n'ont même plus le droit d'aller sur ces terres qui leur sont... C'est le sol qui détruit. Oui, ils détruisent le sol. C'est le sol, les paysans, ils ont l'habitude. Oui. Oui. Mais c'est le sol qui détruit. Et puis ils détruisent les populations et tout ça à côté. Exact, ça fait partie des sujets qui sont traités pendant le festival. Il y a effectivement un film qui s'appelle « Quand les éléphants se battent, les herbes sont piétinées ». Et donc en fait, voilà, c'est une image. Métaphore. Exact. Et bon, ce film, on rentre dans une famille, c'est pas cambodgienne. Je ne me rappelle plus, mais effectivement... En Asie, mais c'est l'Asie qui vient acheter des terres en Afrique, donc ça doit être par là. Ce film, il sera diffusé mercredi au Garage Populaire à 18h. Ah ben j'irai voir ça, voilà. Au Garage Populaire, c'est à Fort-de-France. Voilà. C'est bien, donc vous allez avoir des lieux comme ça décentralisés. Oui, et alors c'est jusqu'au 30. Hein. Au 30 novembre. Voilà. Oui. Bon, je vous donne les dates. Donc mercredi 12, de 18 à 20h au Garage Populaire. C'est petit quand même, hein? Oui, mais bon, on essaye de faire au maximum le plus d'endroits possible. D'accord. Pour qu'ils puissent avoir plus de gens. Et vendredi 14, de 9h30 à 11h. Et ce sera quel film? Alors, il y a 6 films pendant le festival. Donc il y a le film sur le jus d'orange, Food Savers, le gaspillage alimentaire, Quand les éléphants se battent, Nourrir les villes, un jeu pour demain. Ah ben oui, puisque tout le monde est dans les villes, comment on va faire? Pas ni personne de la campagne encore. Ça, c'est le programme de seconde en géographie, on fait ça en seconde. Ah, en seconde, il faudra amener tes élèves. Voilà. Et ce sera où là, Nourrir les villes? Alors, Nourrir les villes, donc il y aura cette projection à l'Atrium, samedi 22. Il y aura aussi Sans terre, c'est la fin. Sans terre, c'est la fin, oui. F-A-I-M. Bien sûr, c'est la fin, pas la fin. C'est la fin sans terre. Ben, on peut, comme ça se passe en Martinique, on vend des terres de tous les jours. Je ne sais plus dans le monde combien de terres qui disparaissent, de terres agricoles qui disparaissent. Déjà, même chez nous, il y en a beaucoup. Hein. Tous les immeubles qu'on met partout. Oui, hein. Au Brésil, ça fait par mois. Le Brésil, l'Amérique latine, ça fait à peu près 5 terrains de football par mois qui disparaît. La surface de 5 terrains de football qui disparaît par mois et tout. Et nous sommes en train de regarder le monde sans rien dire. C'est vrai. Je voulais juste intervenir à propos du carambole. Oui. La carambole ou le carambole? La carambole. La carambole. C'est un fruit dangereux. Et ça, on n'insiste pas assez dessus. Par rapport au fait qu'il baisse la tension? Non, il y a un acide dedans. Je crois que ça s'appelle l'acide cyrillique, un nom comme ça. Et c'est très, très dangereux. En grande quantité. Il n'y a pas une question de quantité. Ça dépend. C'est surtout l'état physique. Et donc, je sais de quoi je parle, puisque mon père a fait le coma. Suite à ça? Ah oui, et puis, mais pas lui seulement, il y a pendant la période où il était dans le coma, hospitalisé, il y a des familles qui étaient là aussi entières. Il y a une dame qui est morte, et c'est dangereux, on ne sait pas à quel moment peut être un insuffisant rénal. Et c'est pas bon pour l'hypertension, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas bon pour les diabétiques, et à partir de 60 ans, il faut éviter de prendre ce fruit-là. J'aurais bien aimé qu'on insiste sur ça. C'est vrai que si c'est un biologiste qui utilise le fruit, il sait enlever tout ce qui est négatif, nocif dans le fruit. Mais moi, j'en mange beaucoup. Hein, pendant la période, j'en ai mangé plein. Il faut faire attention parce qu'on ne sait pas à quel moment. Et les symptômes de ce fruit, c'est quand on a le hoquet et que ça ne s'arrête pas. D'accord.
Eh ben, il n'y a pas le docteur Jean-Marie qui doit, qui doit intervenir? Oui, effectivement. Il faudrait lui remonter l'information. Mais tous les médecins ne le savent pas. Ça, quand je suis arrivée, on est arrivé à la Ménard, on l'a hospitalisé sur Trinité. Quand Trinité n'a pas trouvé ce qu'il avait, on l'a envoyé à la Ménard et c'est un certain docteur qui a dit que c'était un neurologue qui a dit que c'était dû au carambole, à la carambole. Et puis ça a dégénéré. Et en même temps, même au moment où mon père entrait dans, comment ça s'appelle? En soins intensifs. En soins intensifs. Il y avait d'autres personnes également qui entraient là. Donc j'aimerais que, parce que j'ai beau expliquer aux gens, j'ai beau dire ça au monde, donc ça me fatigue de répéter la même chose. Je vois des plateaux de carambole. Je dis, c'est un fruit dangereux. C'est comme le cornichon aussi, il faut faire attention. Les surettes, etc. C'est de la même famille, paraît-il. D'accord. Bon, une piste énoncée pour les chercheurs. Une piste, oui, il faudrait que le docteur Joseph en Guadeloupe puisse se pencher là-dessus. Alors il y a un médecin qu'il faut voir, qui est bien au courant de la chose, c'est le docteur Signaté, c'est une neurologue. Ben, je vais rentrer en contact avec lui pour un conseil un mercredi, pour qu'elle puisse nous en parler. Voilà. Après, il y a plein de choses à savoir sur quantité de fruits et légumes. Donc, c'est vrai que si les gens se penchent là-dessus de manière, on va dire, efficace, parce que aujourd'hui, beaucoup de principes actifs dans plein de médicaments viennent des fruits, légumes ou plantes. C'est juste que les gens qui se sont penchés dessus de manière malhonnête, si on peut dire, parce qu'au final... La carambole est utilisée comme détergent. Ah bon? Oui, pour enlever des taches, tout ça. Le cornichon aussi. Le cornichon, pour les taches de azissure. Le Coca-Cola, c'est déjà un produit chimique en façon de parler. Tandis que la carambole, c'est un fruit, c'est pas pareil. Tu lui donnes du Coca-Cola, il can nettoyer nickel. Non, je voulais dire quelque chose. Oui, mais c'est pas comparable parce que la carambole, c'est quand même le fruit, tandis que le Coca-Cola, c'est déjà quelque chose de modifié. Mais peut-être qu'on consomme plus de Coca-Cola que de carambole dans ce pays. Il y a quand même un paradoxe, c'est que lorsqu'on était petit, il fallait ne pas manger tel fruit à telle heure. On a eu peur de manger tous les fruits. Maintenant, j'entends dire il faut manger 5 fruits par jour. Là où on a perdu l'habitude des enfants. On a fait perdre l'habitude des enfants à manger des fruits. Maintenant, on dit aux gens de manger des fruits. Même 10, Alors, le problème de dire que le problème que j'ai toujours entendu, il ne faut pas manger en banane l'eau chaud. Mais je suis né à la campagne, moi. La campagne, j'ai jamais été à la campagne, c'est qu'il fallait, je crois que ça dérivé. Alors toute la journée, je dérivé, là, moi, passé bon, un champ de banane, moi, senti le de banane, j'ai toute banane, moi, toujours mangé toute banane, après, monter dans pieds et férines, ça qui a été à manger. Et puis, tu entends toujours, les interdits ne sont pas des lois, je ne crois pas. Non, mais aujourd'hui, il y a plus, mais aujourd'hui, on demande aux gens de manger des fruits parce qu'ils ne mangent plus. Mais il y a un problème, aucun enfant ne mange des fruits. Parce que les parents habitent, c'est ça, c'est comment nourrir les villes. Alors, il faut dire quel fruit qu'on doit manger. Maintenant, ça va sélectionner des fruits. Quel fruit qu'on doit manger de temps en temps, de quoi manger. Mais maintenant, avec la mobilité des choses, pourquoi manger mango toute l'année? Quand on est au Kenya, pourquoi manger mango toute l'année? Avant, on était cyclique. Oui, mais c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Mais maintenant, est-ce que... Parce que je pose une question. Et on ne va pas aller longtemps. L'émission, c'est pas autour de la nourriture. Hein. Nous avons fini la nourriture là. Et nous François Légal, le temps des madras. Elle a un petit passage qu'elle a fait. Elle est déjà morte. Mais il y a un petit passage où elle marque le temps, les saisons, les fêtes avec les fruits. C'est tellement beau. Bon. Et on repart. Donc, vous voyez, c'est vachement important. Tout le monde est intéressé. Donc, il faut donner les dates. Voilà, monsieur Légarès. Ce sont des éléments qui peuvent être débattus après les séances. Ah ben, il faut y aller. Donc, il faut venir. Comme ça, on pourra en parler. Alors, les dates pour les téléspectateurs. Je vous donne les dates les plus proches. Donc, demain, samedi 8, de 9h à 13h, il y aura 2 films. Donc, Food Savers et Jus d'orange au Crédit Agricole, au siège du Crédit Agricole à Lamentin. Et mercredi 12... Et c'est à quelle heure demain?
À 9h. 9h, les deux, 9h, l'un à la suite des autres. Voilà, il y a... Et c'est combien de minutes durent les films? Alors, il y en a un qui dure moins de 30 minutes et l'autre environ 1 heure. D'accord. C'est à peu près ça, les longs métrages et courts métrages. Oui. Et puis, mercredi 12, de 18h à 20h, donc au Garage Populaire à Fort-de-France. D'accord. Il faut savoir que tous ces événements-là, on peut les retrouver sur la page Facebook du collectif alimentaire. Donc c'est Alimentaire Martinique, collectif Alimentaire Martinique. Voilà, où il y a tous les événements, toutes les projections. On peut s'inscrire, voilà. Voilà, donc il y aura des séances pour les écoles et tout, c'est prévu? Aussi, c'est prévu. C'est prévu, d'accord. C'est important ça pour les jeunes. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Donc, merci. Il y a un numéro de téléphone si quelqu'un veut vous joindre. Oui, alors, le Colibri Martinique, vous pouvez vous joindre sur un portable, le 168 06 96 168 775. 775. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Sabine, tu viens nous parler de la guerre. Mais oui, la guerre 14-18 entre autres, puisque le 11 novembre, c'est la commémoration de l'armistice, fin de la Première Guerre mondiale. Mais attention, depuis 3 ans maintenant, le 11 novembre se commémore tous les morts de toutes les guerres. Donc c'est une nouvelle version, on va dire, qui permet donc de penser à tous ceux qui sont morts après, puisque il y a eu d'autres guerres après, mais il n'y a pas de jour fixe pour ceux-là. Mais n'empêche qu'on reste quand même 11 novembre, fin de l'armistice, et puis d'autant plus que c'est le centenaire 14-18. Donc cette année, il y a eu un effort particulier, mais un gros effort qui a été fait par certaines municipalités pour commémorer. Et ce sera le cas donc du Marin, du Saint-Esprit, entre autres, des Trois-Îlets, où on a redoublé d'efforts, au Lamentin aussi. Donc vraiment, cette année, ce sera particulier. D'accord. Alors, Sabine, j'ai découvert quelque chose en t'attendant. Ça a été une guerre qui a été meurtrière. Ça a été horrible. Ça a été vraiment ce qu'on appelle la barbarie, parce que c'est la première fois qu'on utilise des armes, entre guillemets, modernes pour l'époque. Les obus qui ne font pas de cadeaux, entre guillemets, les corps sont déchiquetés, quoi. Et ça c'est terrible. C'est terrible. J'ai vu que les Américains aussi ont payé un lourd tribut. Ah oui, mais tous ceux qui sont engagés. 4 millions d'Américains qui sont partis pour défendre les Français. Tout à fait. C'est 4 guerre millions. mondiale. Attends, mais... bien. Non, mais 4 millions, mais c'est énorme. Une guerre mondiale. Pour des gens qui n'ont rien à faire dans ça. Non. Voilà. C'est une guerre mondiale. Des intérêts économiques. Mais oui, tout à fait. Alors, c'est ça que je veux. Alors, pourquoi ces gens-là, pour dire c'est mon qui a sorti juste là, venir mort à tout ça, puisqu'il n'y a plus que 20% qui repartent. Oui, mais bon, les Américains interviennent en 1917. Ils interviennent parce qu'on a coulé le Lusitania, entre autres, et que leurs intérêts sont menacés aussi. Donc, par rapport à cela, ils se sentent concernés. Donc, alors, cette guerre-là, qu'est-ce qui fait qu'on rentre en guerre 14-18? Pourquoi tout le monde est concerné? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est ce qu'on appelle le jeu des alliances. Et j'expliquais ça cette semaine à mes élèves. Je leur dis, voilà, imaginons que moi, je suis amie avec Catherine. Oui. Et qu'en face de nous, il y a deux jeunes qui s'appellent Jean-Marie et Paul. Ils sont ensemble. Si on touche à Catherine, moi, j'interviens. Comme les jeunes font. Voilà, c'est exactement. Ils me disent, même ce règlement de compte. Je dis, comme vous voulez. Mais oui. C'est le jeu des alliances qui fait que finalement, la guerre devient mondiale. Puis bien sûr, quand les pays entrent en guerre, ils entrent en guerre avec leurs colonies. D'où donc l'intervention des Martiniquais dans cette guerre. Parce que là aussi, les élèves me disent, madame, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on n'est pas au-dessus? À 8000 km. On est venu nous chercher. Je dis, mais c'est quoi la situation de la Martinique en 14? On est une colonie française, colonie d'exploitation française, donc on est concerné directement aussi. Donc, alors les causes de la guerre, enfin, on ne va pas refaire un cours, mais ce sont des raisons économiques, diplomatiques. Alors, beaucoup de personnes disent que c'était inévitable. C'est vrai que le contexte international à cette époque-là était assez dur. Et puis derrière ça, tu as des revendications de la guerre de 1870. Donc, comme beaucoup d'historiens disent... 1870, c'était le Mexique? Non, pas encore. C'était quoi? Franco-prussienne. Les Français contre les Allemands. Et la France avait perdu, là c'est la Lorraine, donc il y avait une revanche à prendre, entre guillemets. Donc c'est quand même une période où ça bouge, où on sentait que ça allait éclater, on sentait que ça allait venir, quoi.
guerre à laquelle a participé Osman Philippe Duquesne, qui était député de Fort-de-France, qui était maire du Marin. En 14-18. En 14-18, et d'ailleurs on va lui rendre hommage justement pour au Marin. Et Osman Duquesne qui avait fait la guerre franco-prussienne aussi. Franco-prussienne, qui a fait, pendant qu'il n'est même pas un an, et puis il a été interné, j'ai découvert en Suisse. Après, pourquoi il a été interné? Je n'ai pas trop cherché parce que il a été fait prisonnier. Il a été fait prisonnier. C'était une débâcle. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui la guerre peut repartir vu toutes les guerres qu'il y a, comment le monde. Est-ce qu'on est guéri de ça ou bien jamais? Non, il y a eu toujours des guerres depuis. Il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il y en a toujours. Il y en a encore en ce moment. Alors, il n'y a pas de guerre mondiale comme j'explique aux élèves. Une guerre mondiale, ce serait la catastrophe. Mais oui. Ce serait une catastrophe, ce serait une guerre nucléaire, il n'y a pas de survivants. C'est ça qui nous fait peur. Mais oui que ça fait peur. C'est pour ça que quand pendant les vacances, je discutais de la Syrie et que ça bougeait, je disais aux élèves à la rentrée, oula, j'ai eu chaud. Ils m'ont dit, madame, jusque-là tu as eu chaud, pourquoi? Je dis, vous savez pas ce que vous dites. On n'est pas dans notre petite île, dans un coin perdu, dans une cloche, il ne faut pas croire. Et eux, ils disent que oui, madame, on n'a rien à voir avec ça. Je dis, mais pas du tout. Et il faut connaître les relations internationales pour comprendre qu'à un moment là, ça a chauffé. Oui, puisqu'on voulait, Barack Obama voulait que la France intervienne. Mais non, on n'est pas à l'abri, mais je pense que les hommes sont assez intelligents. Ils ont déjà compris aussi qu'une troisième guerre mondiale sera fatale. Avec les armes dont on dispose aujourd'hui. Oui, ce ne sera plus une guerre de fantassins. On ne va pas envoyer des gens se battre encore. Ça sera l'idée de... Voilà. Il vaut mieux pas. Là, on peut intervenir sur les représentations, les mentalités aussi à ce niveau. Vas-y. Non, quand Sabine parle, c'est parce qu'en Martinique, par exemple, il y a une certaine représentation de la guerre qui ne nous touche pas, alors que nous sommes dans le jeu des alliances. Nous sommes comme un département français, nous dépendons des institutions françaises et il faut que les Martiniquais comprennent que nous sommes peut-être une île, mais il y a toute la France a quand même la deuxième superficie maritime mondiale. Oui. Tout à fait. Déjà qu'ils sont venus couler un bateau chez nous, qui auraient fait tout ça. Donc, les anciens qui peuvent raconter un peu comment il y avait des bateaux allemands qui venaient tout pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1945 qu'il y avait les Allemands. Mais alors même Première Guerre mondiale, il y a une rumeur de présence de sous-marins. Enfin une rumeur qui s'est confirmée puisque le gouverneur va recevoir un télégramme, une note du ministre disant effectivement on a repéré un sous-marin pas très loin. Donc déjà en 17. Mais de toutes les façons, il faut que les Martiniquais sachent qu'il y a des sous-marins qui se baladent loin de nos côtes. La mer n'est pas seulement à nous. D'un point de vue géographique, tout le monde s'y occupe. C'est à la France. Non, oui, pas forcément. Ce sont les territoriales de la France qui sont là. Alors la France a se promener avec ses sous-marins près de ses eaux. Non, je parle de dimension internationale. En dehors des eaux internationales, un sous-marin marin, oui, ça peut très bien traîner non loin de chez nous. C'est-à-dire qu'on a une réduction, pour ça je parle d'imaginaire de représentation, on a une réduction de l'espace qui se limite, je ne sais pas, si on prend un exemple, voici la bouteille, et puis bon, le sous-marin passe, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est la diplomatie, ce sont les alliances, comme dit Sabine. Bon. C'est vrai qu'il y a le concret comme au niveau de la guerre, mais ça dépasse, il y a d'autres dimensions. Ah oui. Et une question que je suis en train de poser, parce que je pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, le genre de nationalisme, le communautarisme, parce que je regarde la guerre 14, il n'y avait que des ouvriers en Allemagne, il y avait des ouvriers français, ils n'étaient que des ouvriers, et subitement ces ouvriers se sont entretués parce qu'ils ont perdu toute notion de classe d'ouvriers, mais parce qu'il y a un nationalisme qui est parti, on défendait, ne sais pas trop quoi, français, machin, de l'autre côté, c'était pas. Et un côté, le communautarisme emmène beaucoup de trucs comme ça. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que face au danger, parce qu'en 1970, il y avait beaucoup de syndicats en Allemagne ils avaient le même combat en Europe. Et subitement, ils se sont mis à se battre. Et chacun oubliait l'autre. Il y a une perversion dans quelque chose.
il y a une grande perversion. Il y a un documentaire qui est passé justement à ce propos, qui est excellent. Hein? Oui, le communautarisme emmène quoi? Parce que chacun se replie sur l'autre et chacun trouve le truc à ce moment que son frère qui est en face, bon, il devient un ennemi. Mais et ça va mener tout. Alors, guerre mondiale, pas mais il y a beaucoup plus de gens qui meurent depuis 14-18 avec les petites guerres. Il n'y a pas de guerre mondiale, mais il y a des guerres un peu partout. Alors, c'est mondial la guerre. En Colombie, en Amérique latine, il y en a, au Pacifique, il y en a, au Moyen-Orient, il y en a. L'Europe, il y a eu dernièrement avec la Bosnie, mais il y a la guerre mondiale. Tout le temps. Mais au niveau encore de représentation, là, il n'y a pas seulement de guerre mondiale, parce que ça se passe en Europe. Voilà. Mais l'Europe a fait quelque chose, on mène la guerre autre part. Mais au niveau des représentations encore là, on ne va pas parler de communautarisme en tant que tel. Là, par contre, on a réussi à diviser des classes sociales. Les mêmes classes sociales, on a réussi à les diviser. On va parler de communautarisation au niveau des ouvriers, des classes ouvrières, que ce soit en France ou en Angleterre, etc. On a réussi à les confronter, à les faire s'affronter. Ils avaient les mêmes problèmes, mais ils se battaient pour qui? Oui, et puis par nation, pour le drapeau. Voilà, le drapeau. Et derrière le drapeau, qu'est-ce qu'il y avait? Les grosses entreprises, les grosses industries, l'armement. Oui, et puis bon. La conquête des territoires. D'ailleurs, on dit, quand on parle justement du Kaiser, Guillaume II, j'avais regardé un document récemment, c'est un conflit entre deux familles, l'Angleterre, une famille anglaise, des cousins germains, qui a fait que, bon, une partie de cette guerre est née. Donc, il y a tellement de tellement de dimensions. La France a colonisé l'Algérie, c'est le but d'Alger qui a reçu une gifle. Alors, et puis tout de suite, la France a colonisé l'Algérie. Tu vois, bien ça peut mener. C'est sûr. Un simple duel conduisait à la guerre. Donc, je veux dire que c'était dans les mœurs de l'époque. C'est pas spécialement parce que c'est quelque chose. Une gifle donnée, ça avait une importance catastrophique. Puis, bien sûr. Je sais pas, mais il faut quand même. L'ère moderne, je prends les modernes, tous ceux qui ont prôné le pacifisme, mieux que eux. Ah ben, c'est sûr. Oui, ça prouve que vraiment nous sommes des battants-guerre. Alors, Sabine, qu'est-ce qu'on a à savoir sur la guerre 14-18? Qu'est-ce que pour les Martiniquais, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut qu'on sache? Parce que tu nous as amené beaucoup de livres. Il y a beaucoup de choses, à savoir. Déjà, c'est 4 années où vraiment la Martinique va participer à la guerre, les Martiniquais aussi. Donc il y a 2 volets, Martinique et aussi Martiniquais sur le front. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement la Martinique entre dans la guerre. Point très important, contrairement à tout ce qui est dit, les Martiniquais partent pas en 14, ils partent en 15. Et ça, il faut le rappeler. Alors, c'est quoi la différence entre 14 et 15? Non, la guerre est déclarée en août 14. Voilà, c'est là où c'était chaud. Voilà, ils partent pas en août 14. Ils vont partir en mars 15. Et les raisons sont les suivantes. Simplement, quand la guerre éclate en France, la plupart des généraux pensent qu'en décembre, tout le monde sera à la maison. Donc, ce sera une guerre courte. On revient même pour les vendanges. Enfin, bon. Voilà, donc ils pensent que ce sera... Vite fait. Nous allons plus chez eux, puis nous allons vivre. Donc, c'est pas la peine de mobiliser des hommes sortis des colonies pour les faire venir. Voilà. Deuxièmement, il y a le coût du transport aussi qui est important. Faire venir tout ça d'hommes, ça demande beaucoup d'argent. Alors, combien? 8 000 qui sont partis? Alors, 9 000 Martiniquais. 9 000 Martiniquais. 9 000 Martiniquais. Et en Guadeloupe? Alors, en Guadeloupe, à peu près... Moins que nous, 8 000, 7 à 8 000. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais la Martinique a, paraît-il, donné le plus d'hommes, puisque les hommes politiques vont entre eux, il y aura une petite rivalité, les Martiniquais sont plus nombreux, etc. Patriotes. Voilà, exactement. Et en Guyane, ils sont partis? Ah non, alors en Guyane, il y a eu 1000. Ah, il n'y avait personne là ou pas? En Guyane, les Bushinengue, les Amérindiens ne n'étaient pas autorisés à partir. Ah, ils n'étaient pas nombreux. Ils parlent du fameux impôt du sang. Oui. Ils n'étaient pas nombreux non plus. Ils n'étaient pas nombreux. Donc, autre chose que j'entends de ci, de là, des gens qui osent dire... Ah oui, pourquoi ils sont partis? Que ça aurait été eux, peut-être qu'ils partis, c'est absurde. De qui tu parles? Non, certaines personnes qui disent oui, pourquoi les hommes qui sont partis, pourquoi ils sont partis? Ils sont, voilà, avec les yeux de maintenant, de 2014. Mais c'était obligé. Ils sont mobilisés. C'est pas le choix. Donc comment on peut se permettre de dire ça? Mais comme dit Lydia, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'impôt du sang? Quand tu as un pays, c'est quand tu te bats pour le pays. Et puis les hommes politiques étaient pour ça. Pour eux, il fallait absolument que
que les Martiniquais participent à la guerre pour être français à part entière et que c'était une façon de le montrer, quoi. D'accord? Donc, ça aussi, c'est important. Le département est devenu en 46, alors en 14, c'était déjà colonie. Donc, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, non. Puis dans son livre, là, Anatole, dans la tourmente du monde siphon, il y a un passage, justement. On a les livres, on peut voir les premières de couve. Attends, c'était quoi? Attends, rappelle-moi le départ, comment ça s'appelle? Quand la Dieu déclaré. La Dieu déclaré. L'annonce de la guerre. Voilà, j'aime beaucoup ce passage. Ouais, avec Timothée, oui, Jean Coupé. Effectivement, ça a été, l'annonce de la guerre a été accueillie différemment sur beaucoup de personnes. Il y a ceux qui ne voulaient pas partir, il y a ceux qui n'avaient pas envie de partir aussi, quoi. Donc, faut pas se faire d'illusions non plus. Alors, le livre que tu as dit, c'est Anatole. On peut avoir la première de couve? Anatole, c'est quoi le titre? Dans la tourmente du monde siphon. Voilà, on a Anatole dans la tourmente du monde siphon. Et là, qu'est-ce que tu dis? Alors, la page 15, on regarde la page 15. Le passage, c'est à la page 15, c'est l'annonce de la guerre. Et il se trouve que j'ai traduit en créole. Sous forme de... Alors j'appelle ça une comédie pittoresque parce que ça rapporte quand même avec le milieu rural, etc. Alors donne-nous un petit peu en créole, vas-y. Non, pas là, c'est très dur parce que j'ai pris mon temps. Tu peux pas du mot à... Tu peux pas dire... Si tu veux, le texte a été traduit et donc je l'ai écrit sous forme de comédie pittoresque. Et ce sont des élèves du Marin, donc du collège du Marin, avec, qui vont jouer cette comédie sur le 11 novembre sur la plage d'Offre à l'occasion de la commémoration du 11 novembre. D'accord. Et c'est le professeur M. Villon-Stony qui j'ai demandé par l'intermédiaire du principal du collège, Mme Niro Huguette, de prendre cela en main. Et là, ils sont sur le branle-balle de combat et il y a une trentaine d'élèves qui sont prêts à jouer cette scène-là. Donc ça va donner... alors, il y aura les combats, il y aura le départ, il y aura tout ça ou bien... Enfin, c'est d'après le livre de Sabine Andrivon, c'est très, comment dirais-je... Sabine, vas-y, parle de ton livre. Ah oui, non, alors Anatole, c'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans, Anatole, qui vit au monde siphon. Alors, le monde siphon n'existe pas. Hein. C'est justement pour dire que ça aurait pu être n'importe quelle commune de Martinique. D'accord. Ça aurait pu être le monde gommier, pourquoi pas. Et il raconte sa guerre à lui, sa vision de la guerre en tant qu'enfant. Et comme il est lettré, il devient écrivain public. Donc, c'est à lui qu'on vient pour pouvoir écrire les lettres à envoyer. Donc, il a beaucoup de connaissances et c'est beaucoup de choses. Et dans sa famille aussi, il y a son frère qui part à la guerre. Et il raconte toute la douleur que ça entraîne, etc. Donc c'est vraiment, comme je dis, c'est un roman historique qui permet de connaître la situation de la Martinique de 14 à 18. Et ça permet aussi de savoir que tout ce qui a été dit dans ce roman, c'est la réalité. C'est vraiment... tu as Alain Légarès qui est... Alain Dino, tu es comédien et tu écris aussi. Oui, tu pourrais mettre en scène dans une pièce de théâtre. J'ai écrit beaucoup de pièces de théâtre, j'en ai joué aussi. J'ai jamais fait de la mise en scène, j'ai fait beaucoup de la direction d'acteurs parce que j'aime pas la mise en scène, moi j'aime la matière brute. Je vous faire la direction d'acteur que la mise en scène. Nous faisons la dieta pour 8000 personnes qui partent. Bon, pour dire vraiment, mon capitaux intéressé comme moi depuis quelque temps sur le nombre de Martiniquais qui partent clandestins en Martinique. Alors j'en ai connu quand même une dizaine de jeunes qui sont partis en clandestinité en tentant de partir à mon bateau. Et je suis... Pour aller où? Je pas dit en France, mais les années 60. Mais peut-être les bimidom qui étaient cachés, non, c'est le même problème là, c'est le port. Je suis près du port Sainte-Thérèse. Moi, ce qui m'a intéressé depuis quelque temps, c'est le nombre de gens qui reviennent dans ma tête, que je rencontre, et que je me dis, merde, ton frère est parti, frère t'as parti. Et subitement, je constate, moi, on est pour moi une dizaine de monde qui partent en clandestin. Ni qu'ils arrivaient, ni que j'ai rencontré en France. Mais je me dis, mais il n'y avait pas que les 10 que j'ai connus. Il devrait avoir énormément, pour moi ça m'intéresse. Mais attends, mais quand c'est dans les années 70, on n'est pas clandestin puisqu'on est français. Pardon, on m'a laissé le bateau Eupigna, Colombie, 60, 59, 60. Ça, je pense non, je parle clandestin, ils montaient dans le bateau pour arriver au Havre. Alors il y avait que des paquebots, il y avait des paquebots, Antilles, Eupigna, Colombie, Flandre, tous les mecs qui étaient pour du port partaient. Ouais. Ils partaient, j'en ai connu normalement des jeunes qui partaient. Mais je pense à quoi. Alors je suis plutôt sur ça que sur la guerre. D'accord. Sur la guerre parce que bon, on avance parce que là, la bataille de la Somme là, ça m'a.
Ah ouais, j'ai vu trop de croix. La guerre, justement, il y en a trop de ce côté au Pas-de-Calais, là, c'est énorme. Donc, le titre, je l'ai traduit, le titre de l'annonce de la guerre, ça s'appelle « La guerre déclarée, ça nous a fait ». Alors justement, on montre les pour et les contre. J'aime bien Jean Coupé qui raconte dans tout, malgré ça, Jean Coupé, c'est ça qu'il est prêt à repartir. Il est pas à repartir. Ah oui, oui, oui. Et donc Sabine, donc toi, est-ce qu'on va te voir? Est-ce que tu as des dates? Le temps file. J'ai des dates, alors j'ai plusieurs dates, mais énormément de dates. On va commencer donc, ne serait-ce que déjà ce soir, il y a l'inauguration de l'exposition de Jean-Luc Demange au couvent de Cluny. Superbe exposition avec des objets. C'est qui Jean-Luc Demange? Ben, c'est un passionné, hein, c'est un ancien policier et qui est passionné et qui a une collection extraordinaire. D'objets de la guerre. De la guerre 14-18. Ah oui, mais du gros matériel, des choses extraordinaires. Travaillé par des soldats. Hein. Donc il est en exposition tout le mois. Donc ça vaut le coup d'œil. C'est ouvert le 11 novembre, le samedi. En ce qui me concerne, donc le 11 novembre, je serai donc au Lamentin parce qu'on va inaugurer la rue Raphaël-Élysée aussi. Qui il est parti à la guerre aussi? Première et seconde guerre. Hein. Vraiment, c'est un personnage. C'est un des premiers maires noirs de France. Hein. Oui, qui est mort déporté. Il y a eu un très beau film sur lui. Le Métis de la République. Un bombardement allié qui l'a tué. Oui, un bombardement allié. J'ai eu le metteur en scène qui était venu. Il est venu présenter. Donc le matin, je suis donc au Lamentin. L'après-midi, on passe à Ducos. Puisque quand je dis nous, c'est l'association Histoire Militaire. Parce que je suis présidente de l'association. Donc nous passons à Ducos et après on participe au son et lumière au Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit cette année a fait quelque chose d'extraordinaire avec Valérie Gouy, avec les enfants. Donc il y aura plusieurs tableaux avec des scènes. Et ça c'est quand? C'est le 11 novembre au Saint-Esprit, 17h30. Et puis soit Lydia au Marin. Donc il y a la partie protocolaire. Ensuite, il y a l'hommage émouvant des élèves. Alors ça va s'appeler Les soldats se cachent dans les mornes. Et il y aura. Et il y a des soldats qui ne voulaient pas partir, il y a des gens qui se cachaient, qui ne voulaient pas partir. Oui, quand ils revenaient, on a les réfugiés, donc j'explique ça un peu. Il y aura l'hommage rendu à Ousmane Duquesne, donc, au Marin. Donc ce sera encore un jeune qui va le faire, c'est le même. Et monsieur le maire Rodolphe Désiré va aussi faire une petite intervention pour parler de Ousmane Duquesne. Et là, c'est à quelle heure ça? C'est de 9h à 11h le matin. Et toi l'après-midi? Bon, ben ça va, on peut faire les deux. Ensuite, il y a la promenade costumée qui s'appelle Les mouchoirs dans la clameur des départs. Donc à l'époque, quand les gens partaient, donc il y aura 19 costumes de la belle époque, des années 1900, non, fin des années 1990 aux années 1910, donc avant la guerre. Et l'expression belle époque vient d'un journaliste. Hein. C'est né au 19e siècle. Oui. D'accord. Je continue toujours. Il y a aussi dans le même Vauclin, il y a une manifestation particulière parce qu'on va rajouter des noms. Donc ça c'est pour le 11 novembre. Vraiment 11 novembre cette année, il y a énormément de choses sur toute la Martinique. Après, donc le 13 novembre, je rencontre les élèves du lycée Schellcher parce qu'il y a une exposition. Donc le midi et le soir, je suis aux archives départementales pour une exposition, enfin pour un séminaire avec deux autres historien. Et le 14, je suis au CDST à Saint-Pierre, toujours avec une exposition sur les monuments aux morts réalisée par un photographe. Et le 16 au Prêcheur et le 20 au Lamentin. Avec Barcha. Mon Dieu, alors le 16, le 20. Et alors, pourquoi les monuments aux morts, ce sera la dernière question. Il n'y a jamais des traits négroïdes, ça va qu'ensemble nous. Peux-tu nous parler la raison est simple. Non, c'est simple. La raison, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient commandés sur des catalogues et ils étaient réalisés là-bas. Donc, le maire ouvrait son catalogue, il choisissait en fonction de ses finances, il faisait venir. Alors, c'est vrai que maintenant, ça a changé, puisque bon, celui de Font-Saint-Denis, il y a des traits négroïdes, celui de Trinité aussi. Mais celui du Lorrain, justement, pour éviter la polémique, on l'a un petit peu colorié, hein, en marron. C'est vrai qu'on n'avait pas le choix à l'époque. C'est sûr que s'il fallait faire, je pense que s'il fallait faire maintenant des monuments au monde, on aurait tenu compte de cela. La particularité aussi pour l'intervention, les jeunes vont jouer. Donc il y a les élèves du Collège du Marin qui seront là. Il y a des élèves du couvent de Cluny, il y a des élèves de Bellevue. De l'école commerciale de Didier EGCS. Il y a même une élève de la MEP, il y a même une élève de collège Périnon, c'est là que je travaille. Donc c'est vraiment, il y a des élèves de Ducos qui seront là, donc vraiment qui vont... Toute la Martinique est mobilisée. Chaque fois, c'est la particularité, c'est de mobiliser les jeunes pour cela. D'accord. Alors, Monsieur Légarès, Alain, alors toi, on parle parce qu'il y a tellement de choses qui se font au moment où les choses se passent sur les veillées mortuaires.
Alors, on était sur la Toussaint et donc on devait avoir cet après-midi un réalisateur pour nous parler de Outre-mer, Outre-tombe. Et donc, on va avoir un extrait du film. Est-ce que vous avez déjà vu ce film-là? Outre-mer, Outre-tombe, c'est un film de Gilles-Élie Dicozac qui nous parle de cette coutume de la Toussaint, la mort aux Antilles, comment ça s'inscrit. Et on voit qu'aujourd'hui, on est en train de glisser. Est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous allez mettre en bougie bas ces mozottes-là? Sabine, première. Non, pas cette année. Aïe, 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 bien. Et toi? Pas spécialement. Eh bien, bien. Et toi? Ah ben, très bien. Et toi? Non, absolument. Eh bien, de foutu. Voilà. Dès qu'on ne s'occupe plus de ces morts, on se déshumanise. Non, pas forcément. Il y a d'autres façons de procéder. Hein. Ah ouais? Une question. Moi, j'étais tout jeune, petit. Bon, on allait au cimetière. Mais pourquoi on allait au cimetière? C'est pour nous prendre caca-bougie. Mais à présent, nous n'y fait électrique. Ça nous a fait des caca-bougie. Bon, ben attends, allons voir le film. Et puis, on revient, puisque il nous montre comment les veillées traditionnelles se passaient. Ce sont les veilleuses qui ont disparu. Ce sera peut-être. Mais par contre, il y a souvent... Allons voir le film et on revient. Sur des rites... Oui. La chose que j'aime plus, c'est l'enterrement. L'enterrement et la messe. Ah oui, moi j'aime ça. C'est plaisir, moi habiller, moi l'enterrement. Ah oui. Même s'il pleut, hein. Je vais, hein. Yeah! Cri! Yeah, monsieur Cri! Messieurs, mesdames, c'est là que nous ne devons pas rêver. Vous m'entendez le plus beau morceau de la soirée. Cri! Messieurs, dames, bonsoir. Ma disode, bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Ma pâte est là. Messieurs, dames, bonsoir. Rivez. Pour moi, la mort, c'était une fête. Ça s'amusait. On rencontrait tout le monde et les gens chantaient par là. J'étais tout petit, tout gosse. C'était une ambiance de chaleur, de vie et de personnes. Alors moi, je trouvais que c'était bien. Aussi bien qu'un mariage, qu'un baptême ou bien qu'une fête. D'autant que je me rappelle, quand il y avait un décès chez X ou Y, ce n'était pas une vagabondagerie, mais c'était vraiment peinant pour entendre les parents gueuler, crier. Eh bien, Regis, quittez-nous, Regis, laissez-nous, qu'est-ce que ça nous a fait? Mon Dieu, Regis. À partir du moment où on a appris le décès de quelqu'un, alors là, il y a véritablement une théâtralisation de la mort. À l'époque, cela se faisait comme suit. Vous aviez des contes de Lambie qui entraient en scène. Il y a quelqu'un qui avait une conte de Lambie. Il donnait, si c'était un monsieur, il donnait 3 coups de conte de Lambie. Si c'était une dame, il donnait 2 coups de conte de Lambie pour annoncer la mort. À partir de ce moment, il y avait quelqu'un qui partait dans le quartier et qui criait « Messieurs et dames, prêtez l'oreille pour écouter, billet l'enterrement ». Et ceci, on annonçait le nom du mort, hein, les noms des enfants, la famille, et voilà. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de radio. Les obsèques de Madame Veuve Joseph Angélique Louise Anna, née Marem, surnommée Massoulou, décédée dans sa 79e année, seront célébrées aujourd'hui, vendredi 18 novembre, 15h, par la mission chrétienne évangélique baptiste, bas du dispensaire du Robert. Le cortège se réunira sur le parvis du temple. L'inhumation se fera au nouveau cimetière du Robert. J'entends les avis d'obsèques en réalité depuis que j'ai eu un petit transistor à la maison, c'est-à-dire que ma tante avait acheté un transistor à l'époque, c'était vraiment l'objet précieux qui était sur une étagère et qu'on ouvrait à -10 avant les infos et qu'on refermait après. Il y a toujours eu les avis un petit peu avant les infos ou le matin de bonne heure, je crois.
Je me rappelle que quand j'étais enfant, on pouvait faire les turbulents et embêter le monde, mais quand l'heure des avis d'obsèques arrivait, la famille faisait tout le monde faire silence. Et si on était autour de la table, c'était en général vers midi, midi et demi, il fallait se taire et écouter religieusement cette litanie de noms. Roselène, Mathurin, Jacques, Éric, Odile, Fabienne, Martine Noteuil, de Marguerite et de Marceline Maud. Les avis, c'est un passage incontournable en radio le matin. N'ayant pas justement des avis de décès dans les journaux et les vieux ne lisant pas le quotidien tous les jours, je veux dire, c'est la seule façon de savoir qui est mort ou si on doit aller à l'enterrement, si on doit se préparer, si on a perdu un parent, etc. En plus, l'île, je veux dire, on se connaît tous, donc quelque part, c'est vraiment quelque chose de super important. Entendre mon qui mort, les montagnes, manière seule, c'est. Je vais dire tel monde mort, aussi pas tant, puis il a dormi. Et puis, on va aller, l'enterrement après-midi. Ça reste un produit qui continue à faire de l'audience, très certainement. Mais je pense qu'au-delà même de l'audience, c'est surtout un produit culturel extrêmement fort et auquel on ne peut pas toucher comme ça, qui est extrêmement sensible aussi. On aurait pu penser que dans des radios de proximité en France métropolitaine, on aurait pu appliquer les mêmes codes. Je pense qu'il y a aussi un rapport à la mort qui est différent, qui fait que ça appelle une solidarité, une notion de partage. Lorsque tu entends quelqu'un qui meurt, c'est parce que tu es vivant que tu l'as entendu. Et tu te dis, ah, monsieur est mort, ah, mon garçon est tout le monde, et puis il y a un espoir. Alors c'est pourquoi les gens veulent les amis de sexe, c'est pour leur redonner d'espoir de vie, je crois. Et puis on a eu une anecdote assez particulière, c'est un individu qui a amené un avis le concernant lui-même. Donc on a diffusé l'avis, et puis il a eu beaucoup de visites, des gens appelés, etc. Il dit, ah ben ça vraiment vivant toujours alors. Et en réalité c'est un gars qui se sentait délaissé, qui avait passé un avis pour voir si sa famille s'inquiétait de lui. Cet avis est diffusé de la part de... Eh ben, ça c'est quoi que ça? Mais c'est merveilleux ça. Mais attends, mais tu sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui font courir des bruits comme quoi que les gens sont morts et puis tu dis non mais c'est pas vrai, bien de fois, plein de fois. Société de la rumeur. Bon, alors vous voyez que vous êtes nostalgique, ça vous a fait découvrir. Donc je suis vraiment désolée que et Gilles ne soit pas là avec nous cet après-midi. Mais ce film, il dure 52 minutes, il est magnifique. Ah, tu aurais bien aimé acheter le CD? Eh ben ouais, moi acheté, comment on voit ça? Je suis allée à une conférence sur le titre c'était Bien vivre son deuil pour vivre sa vie. Parce que beaucoup de gens sont dans des deuils pathologiques, parce que justement, il n'y a pas qu'à l'éclairer, la bouche, porter en bougie la Toussaint, il n'y a pas qu'à faire ci, il n'y a pas qu'à porter deuil, il n'y a pas qu'à aller l'enterrement, il n'y a pas qu'à faire. Et regarde ces personnes-là qui te racontent comment, quand tu vis, et notre conteur, comédien célèbre est dans le film. Et donc, tu peux nous dire, toi qui as participé à ce film. Oui, j'ai participé à ce film. J'ai participé à ce film, ça m'a intéressé d'en parler. Oui, mais parce que toi, tu es d'abord un conteur et que tu as connu les conteurs. Alors, fais-nous un truc de veillée là. Comment ça se passait à l'époque et à quoi ça servait? Non, mais pour moi, je vais prendre une phrase que m'a dit le poète Mutsuashi. Il me disait que la veillée mortuaire, c'est la fête de la vie à l'occasion de la mort. Parce que c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on se rencontre et on rencontre ceux qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qu'on a perdu la trace et qu'on est un lieu de rencontre. C'est un lieu de vie. Bien sûr. C'est un rituel. Pour moi, c'est un rite. Un conteur, c'est un MC, c'est un maître de cérémonie. Alors, on a perdu le rite, on a même perdu les codes. Mais la veillée même, préparer une veillée, c'est déjà depuis qu'il y a un mort, depuis qu'il y a la mortalité, il y a la conque de l'Ambi qui traverse, il faut avertir les gens. Mais tout de suite, une préparation qui se passe autour de cette personne morte. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment qu'on constate que nous sommes dans une société fonctionnelle, où chacun a sa fonction. C'est-à-dire qu'il faut chercher celui qui va laver le mort. C'est pas n'importe qui va laver un mort. Parce que nous sommes dans une société aussi qui est magico-religieuse. Alors en même temps, il faut que nous englober tout ça. Et c'est à ce moment que... Il faut garder de l'eau, qu'on dit... Il ne faut pas rentrer dans tout il ne faut pas jeter de l'eau à n'importe côté. Et comme je dis que la vie, c'est 5 espaces. Il y a l'espace de la
cuisine, il y a l'espace où le mort est exposé, il y a l'espace que je dis chrétien. C'est le seul côté chrétien que je connais, c'est là où on chante les cantiques des morts, les cantiques, les chants de cantiques, ça à l'intérieur. Pourquoi je dis c'est chrétien? Parce que tous les gens allaient à l'église, j'étais capable de prendre ça à la béacadie et puis on va chanter. Alors là, c'est le côté chrétien, il y a un espace pour ça. Il y a l'espace aussi des jeux de mots. Oui. Il y a des titim boachés, ça c'est l'espace. Et puis l'espace du compteur qui est plus loin, qui est un peu plus loin de la maison. Il y a 5 espaces. Tout a fonctionné, tout fonctionne toute la nuit dans un rituel avec ses codes. Et actuellement, nous pète ça, qu'il est à nous. Et nous vivons. C'est déjà beaucoup. Moi, je ne suis pas un nostalgique. Hein. Moi, pas un nostalgique. Je suis plutôt, comme je dis, la tradition évolue. Seul le folklore reste debout. Alors moi je me dis qu'il y a toujours des morts. Alors ce que font les gens avec leurs morts, c'est ça, ils ont envie de faire et pire. Mais non, mais attends, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'on change des trucs. Et puis aujourd'hui, tu as des gens qui tombent dans des deuils pathologiques parce que le deuil se porte dans le cœur, parce que Yoka dit c'est ni fleur, ni couronne. Quand tu viens, c'est ce qu'elle dit, quand quelqu'un, si maman, ce qu'elle dit, bah, c'est Ishmael, Manzamo, c'est pas vrai. Donc si c'est Ishmael, dit si fleur, ni couronne, ni condoléances, ça veut dire que tu es bon. Mais c'est pas sans contexte, au moins, c'est pas mon problème. Hein? C'était pas le problème des compteurs. Non, mais tu dis que la modernisation a fait qu'on change les codes, qu'on modifie. Mais oui, mais la mort... Les gens meurent dans les hôpitaux. Lorsqu'on monte la joyeuse, quand c'est libre service de la mort, ça n'a rien à voir, rien du tout. Mais n'empêche que la douleur et la peine restent présentes et que tu tombes dans du pathos. Mais la veillée, c'était pas pour... La veillée, c'était... Bon... La veillée, c'est pas ça qui était empêché, c'est mon après-demain, par les mots et rester dans douleur, je ne pense pas. C'était un morceau. Ah ben, moi, je pense... Il y avait des fêtes quand même qui régularisaient aussi le deuil. Oui, il y avait quand même l'accompagnement, comme tu dis, dans les 5 espaces. Il y avait la solidarité. Oui, mais après, les gens, il y avait les 40 jours où tu ne sortais pas. Il y avait les 40 jours où tu ne sortais pas. Et puis que les gens te visitaient. Oui. Les gens te visitaient parce que moi j'ai perdu ma maman. Je t'assure que tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de voir des gens. Et quand les gens viennent te voir. Après, on t'envoie un email. On te visite pas. Quand dit papa, vous voyez, on libre pas moi. Ou bien on s'est crié. Mais avant, je suis passé du côté de l'église de la cathédrale. J'ai essayé de. Ma crélée m'a dit je vais essayer de voir. Je dis c'est pas possible, il n'y a pas grand monde. Je suis repassé. Le cercueil était de. Déjà, c'est pas un cercueil de luxe, parce que maintenant on fait des cercueils de bas de gamme. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et pour te dire quelque chose. Attends, mais tu disais il n'y avait pas beaucoup de monde et tu étais surprise. Parce que quand tu dis, je ne sais plus qui c'est, moi ma fille est dans le funéraire à Paris, elle me dit maman parfois je suis seule avec le cercueil. Les gens ne se sont pas déplacés. Il y a la personne qui va faire, mais qui va attester qu'on a bien mis le sceau et la famille a payé 70 000 €, mais pas ni un monde. Mais on va y arriver, c'est ça qu'elle dit. J'ai vu ça à la cathédrale. Mais ça ne prêche pas que moi, l'endroit que j'aime le mieux à Paris, c'est le cimetière Père-Lachaise à Bellevue. C'est rempli de gens. Belleville, il y a mais c'est un lieu touristique. C'est un lieu touristique. Non, mais là, non, mais ça m'a dit, nous qu'à parler de nous, ça nous n'y qu'à faire et faites-nous quand même. Pencher quoi nous, ça nous capède. Une question, quelque chose de dit. Et lorsque je me suis intéressé à la chose compte M. Dugomon, il y a quelque chose qu'on n'a pas tout mis sous la table. La plupart des compteurs que j'ai connus étaient excommuniés. Alors il ne faut pas trop non plus. Ils étaient excommuniés. Pourquoi? Parce que c'était du syncrétisme. Le catholicisme était contre les compteurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais comme le catholicisme était pour l'esclavage, comme le catholicisme était pour tout. Et les enfants étaient interdits d'aller bon compte, ça a été interdit. En comptait, c'est en boucle, on l'admettait parce que c'était la veillée, mais après ça, le matin, il n'est rien du tout. Vous enviez compter ça. On s'intéressait ça pas ensemble. Et c'est pour ça que les compteurs sont morts alors? Non, les compteurs ne sont pas morts. Le problème qu'il y a, c'est que les compteurs ne sont pas morts. Bon, l'exemple de la veillée qu'on faisait avant, c'est pas possible. Mais tant qu'il y aura de la parole, il y aura toujours des gens qui vont raconter des histoires qu'on le veut ou non. Ce que moi, je peux dire que là, c'est que le mépris et les interdits, mépris et interdits, ça paie. Je peux te dire, je suis sorti au Gaumont, je suis sorti à Fort-de-France. Il a fallu que j'ai 30 ans que les gens savent que j'étais contre MC, mais je n'avais pas le droit de dire ça, parce que tout de suite, à l'école, les gars, sans compter, c'est bien. Eh bien, j'ai conservé ça, et puis je montais faire mes affaires
en manière clandestine. On a plein de pays qui sont venus en compteur clandestin. C'est pour te montrer que ce n'est pas l'autre là qui court derrière nous, c'est propre. Nous-mêmes, eh ben oui. Après, il faut ramener, il faut ramener. comme dit le Bible, tu comprends. Et nous-mêmes, on travaille. On va montrer des photos. Alors, on va voir aussi qu'il y avait une codification avec les robes, puisque aujourd'hui, il y a des gens qui vont encore, parce qu'il faut nous ramener un bagage là, que vous parlez, nous ramener, moi-même, je vais ramener. On va voir tout de suite deux, trois photos. On y va, regarde. Donc là, c'est des associations qui se mobilisent, c'était Flamme Créole. Eh bien, c'est une dame qui avait demandé qu'elle soit accompagnée par des personnes en tenue de, comment on dit, la robe de Saint-Pierre. C'était ce que j'entendais. Voilà, et moi, je suis là en robe l'an 2000. Tu as vu? La nouveauté. Et moi, j'aime beaucoup et ma mettais là de moi. Donc voilà. Alors, tu voulais. Alors, déjà pour enchaîner, pour faire la transition, il faut savoir que les esclaves aussi faisaient, ils avaient cette façon de faire l'enterrement, enfin de faire les veillées, ça vient des esclaves. Hein. La mort était une véritable fête. Donc, il y avait des bébés, calendars. C'est pas ça le thème, on est mort, 20 chiens libres, c'est pas ça? Non, pas cette expression. Mais maintenant, peut-être qu'il ne fait rien d'autre. Le jour où la mort, c'est le seul jour de liberté, fait la fête et puis, c'était le seul jour de liberté qu'avaient les esclaves. C'est faire la vie. Ok, vas-y. Donc, je disais que cette façon de procéder, on a quand même gardé quelques aspects de la manière des esclaves comment dire, de fêter, on appelle ça veiller, mais la veillée c'était une fête. Et pourquoi c'était un grand moment pour eux? Parce que justement on mangeait, il y avait les fêtes, il y avait le temps, la calenda, il y avait tout ça, etc. Pourquoi? Parce que mourir pour eux c'était rejoindre leur pays. C'était retourné en Afrique. C'était retourné en Afrique. Donc c'est un moment où tout le monde venait de part et d'autre, de toutes les communes, pas les communes, les plantations, les habitations. D'ailleurs, ils avaient un mot qu'ils employaient, parce qu'ils se formaient de petites communautés d'esclaves, je ne me rappelle plus du nom. Et c'est avec l'Église que ça s'est amoindri. C'est-à-dire que quand il toujours à la période d'esclaves, et c'est vrai quand il dit que bon, on surveillait toutes ces choses-là, et bien l'esclave, au moment où c'était l'église, et bien ça devenait tristounet, il faisait des chansons, il priait, mais les chants étaient, puis alors que la veille, ils avaient déjà fait une très belle fête. Et on retrouve ça dans les comportements. Donc c'est cet aspect esclave qui est en train de disparaître pour être remplacé par cet aspect lié à l'église, et il y a un côté embourgeoisement justement de la mort qui fait que bon, le mort est à distance. Est à distance. On ne meurt pas. Donc tant qu'on n'est pas mort, on n'est pas tant qu'on est en vie, ben, le mort on le met de côté. Mais on n'a pas vu que en fait le mort c'est tout un rituel, c'est toute une joie par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure là. Et c'est pour ça que cette grande personne s'exprime de la sorte. Alors qu'aujourd'hui, bon ben, je sais pas moi, on a peut-être quelqu'un qui est mort dans un accident de moto, tous les moteurs sortent et puis ils vont pas. Mais ça reste toujours triste, ils sont toujours tristes et on n'a pas fait le deuil en tant que tel, tout simplement. Donc ça, je voulais faire la transition à ce propos. D'accord. En ce qui concerne les costumes, c'est codifié, ça a toujours été codifié depuis l'Antiquité, même avant. Et donc, si on parle de notre manière de codifier les vêtements, elle est d'influence européenne, elle est devenue tradition par certains aspects. La vraie tradition, par exemple, au niveau de notre costume, du costume de deuil, de la robe, etc., c'est la coiffe blanche. Le reste, c'est occidental. Et ça, c'est notre marque. La coiffe, c'est à nous? Oui, la chaudière, là, blanche, là, c'est une marque. Ah bon? Donc, faut qu'on fasse en chaudière, alors? La chaudière blanche. Donc, on peut être habillé en noir, etc., mais la chaudière blanche. Pourquoi c'est à nous? Explique-nous pourquoi. Parce qu'on a inventé ça. Je ne sais pas si on a inventé ça, mais on ne retrouve pas ça en Occident. D'accord. Par contre, la manière de codifier les vêtements, par exemple, l'Angleterre a joué, la reine Victoria a joué un rôle très important. Pourquoi? Tu dis au niveau de à quel moment? Parce que le vêtement est en 6 morceaux, de devant. Non, au niveau des couleurs. Des couleurs. On porte le deuil pour telle période. Le mauve, c'est après. Par exemple, à Saint-Pierre, si on revient à Saint-Pierre, par exemple, comme il faut donner les grandes lignes. Par exemple, à Saint-Pierre, il y avait une coutume séculière, du costume du deuil. Par exemple, à la période le vendredi saint, on ne mettait pas les robes
robes de, par exemple, les madras, les calandés, tout ça. Là, tout à l'heure, quand j'ai vu la fille faire, la dame faire ça en tenue orange, etc., j'ai dit, tiens, elle se pense dans la tradition, mais en même temps, elle est en deçà de la tradition. Il n'y avait pas orange? Non, on était en tenue sombre. Ce sont les femmes qui avaient de l'argent portaient du noir, par exemple, mais celles qui n'avaient pas de l'argent allaient porter du mauve. Par exemple. Mais le mauve, c'était pas le mi-deuil, parce que là, dans le défilé, ils ont montré du noir et blanc et du mi-deuil. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais par exemple, les femmes du milieu pauvre, elles étaient obligées, par exemple, comme elles n'avaient pas les moyens pour avoir du tissu noir, parce qu'apparemment c'était cher, c'était la crêpe qu'est-ce que j'ai lu encore, bon, passons à la crêpe, elles étaient obligées de teindre la robe pour qu'elle soit noire. D'accord. Donc c'était un coût. Donc elles allaient peut-être choisir du tissu, peut-être mauve, etc. Donc, par exemple, l'Afcadio dit que les costumes se composaient d'une robe noire, d'un foulard violet et d'un turban d'un violet foncé. C'était à l'occasion d'un décès d'un parent proche. Et puis, il dit aussi que les femmes qui ne disposaient pas d'une somme suffisante pour acheter les costumes les plus sombres, eh bien, elles portaient des robes violet foncé, par exemple. Donc, elles étaient plutôt en demi-deuil. Et pourquoi tu dis que la reine Victoria a joué un grand rôle? Elle a influencé la mode vestimentaire à ce niveau. Mais la première à avoir porté le deuil noir, c'est une reine qui est... Je cherche un peu le nom parce que ça m'échappe. Mais oui, j'ai dû... Alors, c'est Anne de Bretagne qui, en 1498, choisit le noir pour porter le deuil de son époux, le roi de France, Charles VIII. D'accord. Parce que c'est le blanc qu'on porte. Le blanc, c'est la couleur du deuil en Europe. D'accord. Avant, c'était le blanc. C'est le blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est resté la couleur qui protège. Et ensuite, qui protège les esprits, et le blanc est l'expression à l'époque de deuil profond. Et on pensait, le deuil se terminait à partir du moment où que l'on pensait nécessaire, on mettait la couleur tant qu'elle était nécessaire au passage de l'âme dans l'au-delà. Et donc, le fait de dire 3 ans pour ta maman, 2 ans pour le papa, ça vient d'Europe aussi ou bien ça a été... C'est la reine Victoria qui avait la reine Victoria, voilà, mais c'est plus long. J'ai remarqué qu'aux Antilles, c'est beaucoup plus long, c'est beau. Tandis qu'en Europe, c'est beaucoup plus court. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être entrer dans plusieurs détails. D'accord, mais non, mais on va revenir parce que ça nous donne envie. Ouais, tandis que là, le blanc, par exemple, le blanc sont nés au 17e, 18e siècle. Le blanc, quand les esclaves découvrent la couleur blanche pour eux va devenir une couleur de joie. Par exemple, le dimanche, on met du blanc. Et pourquoi ils mettent le blanc? Parce que ça rehausse la noirceur de leur peau. Donc, ils mettent de l'huile de palme, tout, ils sont plus beaux. La couleur de la peau noire était relevée par la couleur blanche. Ouais. Voilà. Donc, le blanc n'a pas la même signification pour eux que... par exemple, pour les Européens. Ben, c'est sympa. On revoit un petit extrait du film, on continue pour voir. Et puis, merci beaucoup. On va voir ça. C'est sympa quand même. Hein? C'est dommage qu'il ne soit pas là. La bosse Jocelyne et son conjoint Ronnie Tian, Jacqueline, épouse Amédée Mendard, Gustave et son épouse Marie-Christelle Raymond. Flore Moucle, Jean-Claude et sa conjointe Valérie Louis-Michel. Pour moi, c'est abominable. Rituellement, tout le monde s'arrête. Je ne sais plus à quelle heure exactement sont les avis d'obsèques. Vers 1h, 1h30. Il y a un silence de mort, le cas de dire, et on n'entend plus que cette musique lancinante avec le nom des gens. On tend l'oreille pour savoir si on ne le connaît pas. Mais forcément, on le connaît. Et nous avions ici, il y a très longtemps, une vieille servante qui, à chaque fois, prenait pratiquement son chapeau parce qu'il fallait qu'elle parte à l'enterrement. Mais je disais, mais Marietta, pourquoi vous partez à l'enterrement comme ça? Me dit, mais parce que moi, si jamais je meurs, j'aimerais bien que les gens viennent aussi. Là encore, c'est un moment où la communauté se soude. La vie d'obsèques est faite, d'après moi, pour dire... Monsieur un tel qui est décédé, il n'est pas seul. Il est membre d'une grande famille. Il est membre, il a des oncles, des tantes, il a des cousins, etc. et tout. Et symboliquement, c'est une manière pour le noir antillais qui avait été dépossédé de sa structure sociale, dépossédé de sa structure familiale, de la reconstituer en quelque sorte. Ah ouais, pour ça, je ne me lève pas pour écouter la vie d'obsèques, je reste au lit. Quand c'est fini, je me lève. C'est se resocialiser. Voilà. Pas de là, nous avons désocialiser. Rete boka les autres pas venir dire
condoléances et pas venir porter fleurs bas. Les autres images en bagage, c'est Halloween qui a remplacé. Voilà, et c'est Halloween, donc c'est masque nous qu'a fait, nous qu'a regardé masque passer. Donc c'est vrai que moi, sincèrement, j'aurais bien aimé que le jour de ma veillée, qu'il y ait des comptes. Ah ben oui, donc et si je meurs, en tous les cas, tu viens compter pour moi et vous venez raconter tout ce qu'on faisait. On n'oublie pas la soupe, mec. On n'oublie pas la soupe, voilà. Et toi, tu viens dire ce qu'on faisait à l'école. Ah oui, d'accord, qu'elle va raconter. Tu as le droit de tout dire. Elle avait ses talons qu'on pensait comme ça. Mademoiselle Faro, s'il vous plaît. Putain, laisse grand mannequin. Attention. Moi, t'as un boulot à côté dit. Bon, donc tu vois que ça avait du bon la veillée. Alors toi, tu veux qu'on vienne tu as entendu? Moi aussi. Ah oui, moi je veux qu'on vienne joyeux. Je pense que je viens de... Il y a après 15 jours, j'étais dans une vie le papa d'un ami, au marin. Et au marin, que ça c'était super pour moi. Bon, je m'amuse, moi. Bon, alors donne-nous un petit compte avant de partir, puisque c'est le mot de la fin là. Dis-nous comment on fait. Je ne suis pas ni content d'être moi là. Pas ni content d'être toi? Absolument pas. Bon, alors cherche tes dates pour nous donner tes dates demain. Et puis si ça te revient, vas-y. Le seul truc que je peux te dire, le plus grand et souhait, c'est que moi, il va y talenté au moment. C'est pas merde les gens. Et moi, c'est tout le monde qui est là, et puis quand il attend, moi, je parle, et puis allez, et puis moi, je vais mettre enfin un seul sur ma plaque mortuaire. Et moi, je crois qu'il y a maintenant, je pense que de plus en plus, les gens reconsidèrent la chose parce que ça se reprend, parce qu'il y a beaucoup de gens. Non, il y a un monde qui, moi, dernièrement, il n'y a pas longtemps, ça fait 2 ans, c'est un gros légume de ce pays, un monde qui a fait ma charrière, ça, machin. Et lorsqu'il est mort, il quittait dans son testament. Oui. Il dit, bon, c'est ok, le testament ça ouvert à condition, il faut enlever en temps longtemps bon moi. Ah ben voilà. J'étais obligé de venir chercher moi et de regarder tous ces mondes c'était super de voir tous ces parterres. Et commencez par écrit, même pas? Non, ni écrit qui craque, mais c'est pas le écrit qui craque qui est important dans soirée. Mais c'est le racine de ralliement ça. Non, mais tu sais que ça vient le cri craque là, ça vient des pirates, hein? Ah bon? C'est basque. Ah mais je ne savais pas ça. Bon, eh ben, il va falloir. Bon, pas de nourrir fait, hein. Donc on va continuer la prochaine fois. Il y a beaucoup de chants. Il y a beaucoup de chants. Et on n'a même pas parlé de. Il n'y a pas de compteur. On ne dit pas. J'ai jamais entendu les anciens me dire mais c'est sans compter compte. Regardez, sans chanteur de compte. On ne va pas nous en chant non plus. Quel est-ce? Nous en chant. Mais il est dans le film. Non, mais moi, quand même, nous ne pouvons pas chercher un film. Mais moi, pas même pour l'instant. Voyager, c'est beau ça. Voyager. La parole il apprend. Alors pas. Alors, vas-y. Nous ne parlons pas de d'incinération. Et si c'est mon incinérateur, et si moi, franchement, moi, mais si tu incinéré, moi, à la viking, les dracars, là, pour qu'elle a dit en l'eau. Peut-être que là, ce sont tes ancêtres vikings qui parlent, nous, voyons ça. Alors, on doit partir demain. Demain, donc samedi 8, au siège du Crédit Agricole à 9h. Oui. Donc, food saver, c'est jus d'orange. J'ai oublié de dire que toutes les projections sont gratuites. Super. Voilà. Toutes les projections sont gratuites, donc parlez tes bocaïsotes. Mais il n'y aura pas de jus, c'est pas bon pour la santé. Sabine, redis-nous, toi. Rendez-vous donc le 11 novembre, le 13 donc aux archives départementales, le 14 au CDST à Saint-Pierre, le 16 au Prêcheur et le 20 au Lamentin. Il y a un numéro de téléphone si quelqu'un veut te joindre ou pas? Oui, bien sûr, le 06 96 26 90 61. 26 90 61. Et puis bon, moi, c'est pour le marin. Hein, donc, bien sûr, il y a la partie protocolaire, mais la comédie pittoresque, d'après la DIA a déclaré ça, nous, qu'a fait d'après le livre de Sabine, André Vomiton, Analton dans la tourmente du monde souffrant. Et puis, la promenade costumée, où il y aura 19 costumes de la belle époque. Super, moi, je viens voir ça. Samedi soir. Non, le 11 novembre. Le 11 novembre. Il y a un numéro pour te joindre ou pas? 89 63 99. 89 63 99, un portable. Oui, ou le 81 06 19.
81 06 19. Si j'ai pas entendu le premier, le deuxième, je l'entends. En monde mort, Crio. Allez. Ça dépend si on a mangé le matin ou le soir. Moi, manger, il faut avec moi, si moi manger, je ne peux pas aller. D'accord. Alors, merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à Armel pour mon maquillage, à Lydia pour ma coiffeur. Et puis un gros bisou à Liliane et Robinson, le ACO en Guyane. Et puis vous allez revoir cette émission mardi à 14h. Et puis merci à vous. Merci Alain. Merci. Mardi 14h. Ah, tu ne seras pas là? Ben ouais. Ah non, mais... je serai peut-être là déjà. Sabine, merci beaucoup. Et puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Livio. Merci. Merci téléspectateurs. Et puis on se retrouve mercredi matin. On va parler de la drépanocytose. C'est quoi le début? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Vite goûter ça, oi, oi, oi. Ladies in action, en Kaila. Yeah, quand on petit, oi, oi, oi.